maintenant, on va, avec Rocco et Victor, faire une introduction à qu'est-ce qu'on fait au laboratoire, comment on étudie les émotions au laboratoire. Et donc, tout d'abord, on va commencer, Rocco et moi-même, par présenter un peu les méthodologies et les approches qu'on utilise au laboratoire pour étudier les émotions. Et ensuite, Victor, justement, avec l'intention de créer un pont entre cinéma et sciences cognitives, va vous présenter une première étude qui a été menée dans l'équipe de Julie Grèze, donc ici à l'ENS. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer. Et pour nous mettre dans l'ambiance, on va vous montrer un extrait que vous connaissez très bien. And are you concerned about me? Of course I am. Of course you are. Have you ever thought about my responsibilities? Oh, Dick, what are you talking about? Have you ever had a single moment's thought about my responsibilities? Have you ever thought for a single solitary moment about my responsibilities to my employers? Has it ever occurred to you that I have agreed to look after the Overlook Hotel until May the 1st? Does it matter to you at all that the owners have placed their complete confidence and trust in me and that I have signed a letter of agreement, a contract, in which I have accepted that responsibility? Do you have the slightest idea what a moral and ethical principle is, do you? Has it ever occurred to you what would happen to my future if I were to fail to live up to my responsibilities? Has it ever occurred to you? Has it? Stay away from me. Why? I just want to go back to my room. Why? I'm very confused. I just need a chance to think things over. You've had your whole fucking life to think things over. What good's a few minutes more gonna do you now? Stay away from me. Please. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me. Wendy, Stay away. darling, light of my life, I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. Stay away from me. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me. Très bien. Donc, alors, comme vous venez de voir, l'expérience émotionnelle, c'est quelque chose de très complexe, un peu comme dans la vraie vie. Et donc, quand on étudie les émotions au laboratoire, nous sommes obligés de réduire cette complexité. Et donc, cette démarche en sciences est aussi appelée réductionnisme. Donc, c'est quelque chose auquel on est obligé, justement, pour nous concentrer sur les objets d'intérêt. Donc, nous voulons tout de même souligner que malgré cette contrainte méthodologique, c'est celle de réduire la complexité, nous sommes conscients que donc le réductionnisme et la biologie du cerveau ne nient en aucun cas la richesse et la complexité de l'expérience émotionnelle et aussi de la perception de l'art, par exemple, dans le cinéma. Donc, ceci, c'est les mots justement de Eric Kandel, qui est lui-même neurobiologiste et aussi prix Nobel de médecine. Dans le même esprit, nous avons trouvé aussi un concept assez similaire dans un dialogue très connu, qui a été aussi cité par Emmanuel tout à l'heure, donc celui entre Truffaut et Hitchcock. Et donc, François Truffaut, justement, il dit « Un réalisateur doit avoir le sens de la simplification », auquel Hitchcock répond « C'est essentiel, ne serait-ce que vous ne pouvez pas transmettre une émotion au public à moins de la ressentir vous-même. » Donc, dans l'esprit, justement, du dialogue, c'est important de trouver ces ponts. Ok, et si on essaye de mettre en place cette pratique de réduction de complexité, au laboratoire, souvent, on identifie de différentes composantes de l'émotion. Et on peut partir de la scène qu'on vient de voir pour en parler ensemble. Du coup, souvent, quand on éprouve une émotion, cela s'accompagne à la nécessité de trouver des solutions d'action. En fait. Du coup, l'émotion souvent nous aide à mettre en place des comportements qui vont aider notre survie. Et dans ce cas, par exemple, Wendy, elle cherche autour d'elle où pouvoir aller pour échapper la menace. Et cette composante au labo est appelée la préparation à l'action qui s'accompagne à l'émotion. Cette préparation à l'action, elle est souvent soutenue par une réaction corporelle et physiologique.
Comme on voit dans cet extrait, Wendy, elle est en train de respirer à un rythme très élevé et elle est en train aussi de transpirer, comme ça nous arrive souvent quand on est très stressé ou on a peur. Et elle serre ses mains autour de la batte, elle a une tension musculaire très très forte. Et l'ensemble de ces réactions physiologiques catalyse l'énergie pour préparer l'action et permettre de mettre en place le comportement utile dans cette situation. Du coup, d'un côté, la préparation à l'action, de l'autre côté, les réponses physiologiques et somatiques. Mais on sait aussi bien que l'émotion a la caractéristique de prendre le contrôle de nos activités mentales et cognitives. Par exemple, notre attention dans une situation de peur, de menace, elle est complètement concentrée sur la source de la menace et même notre perception visuelle, auditive, etc. change au niveau qualitatif. Et du coup, l'émotion souvent s'accompagne à des changements cognitifs dans l'attention, dans la perception du temps, dans la mémoire, etc. Au moins chez l'humain, l'émotion s'accompagne aussi à un sentiment, du coup à un côté subjectif et conscient qu'on est en train de ressentir quelque chose. Par exemple, dans cette scène, Wendy dit « Je veux juste retourner dans ma chambre, je suis très perturbée ». Et du coup, on a le sentiment subjectif et chez l'homme, la capacité aussi de le verbaliser. Mais toutes ces composantes font partie de la réponse subjective et interne à l'individu. Mais il y a aussi un côté très social et communicatif dans l'émotion. Comme on voit bien, en fait, dans ce cas, la colère de Jack est très claire dans son visage et dans sa façon de se comporter. Et du coup, on peut rajouter sûrement une composante communicative et sociale de l'émotion. Autour de ces composantes, même si elles sont plus ou moins acceptées par toutes les théories scientifiques de l'émotion, il y a un gros débat théorique qu'on va seulement aborder ici. Par exemple, sur le lien de causalité entre ces différentes composantes. Il y a quelques théories qui proposent que quand il y a quelque chose de saillant dans notre environnement, il y a d'abord toute une réaction physiologique, une préparation à l'action, un changement dans notre façon notre cognition, etc. Et que la perception subjective de ce changement génère un sentiment émotionnel, comme par exemple un sentiment de peur. Il y a d'autres théories qui inversent un peu le raisonnement et disent quand il y a quelque chose de saillant dans l'environnement, on va d'abord activer ce qu'on appelle un état émotionnel central, du coup central parce que ça se passe dans le système nerveux central, qui ensuite, après, va mettre en place toutes les réactions dont on a parlé tout à l'heure. Et au moins chez l'humain aussi, peut-être un sentiment de peur dans ce cas. Mais le débat théorique n'est pas seulement sur le lien de causalité entre les composantes, c'est aussi un débat au niveau de la définition même de l'émotion. Parce que, par exemple, il y a des auteurs qui pensent qui ont proposé que l'émotion est seulement, on peut parler d'émotion uniquement pour indiquer les sentiments subjectifs, par exemple le sentiment de peur. Et pourtant, d'autres théories pensent que l'émotion soit un phénomène plus complexe. Et quand on parle d'émotion, on peut se référer à toutes les composantes dont on vient de parler. Donc, comme vient de montrer Rocco, nous avons beaucoup de théories et plusieurs approches. Et ça témoigne aussi du fait qu'on a bien sûr de nombreuses questions qui restent ouvertes en sciences, surtout dans les sciences cognitives qui s'intéressent aux émotions. Comme par exemple, jusqu'à quel point contrôlons-nous nos comportements dans des contextes émotionnels ? Ou bien existe-t-il des émotions inconscientes ?
Ou encore, pouvons-nous attribuer des émotions à ceux qui ne peuvent pas les verbaliser, comme les tout jeunes enfants, les patients par exemple en état de coma ou les animaux. Donc malgré toute cette question ouverte et différentes approches théoriques, nous sommes tout de même d'accord, on partage plutôt une approche évolutionniste pour étudier les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les émotions sont considérées comme des dispositifs conservés au cours de l'évolution, car elles ont une valeur adaptative très importante qui nous permet, comme a dit Rocco tout à l'heure, d'adapter nos comportements, de survivre et après de nous reproduire. Donc, comment on pourrait identifier donc les émotions? Les chercheurs partagent en général deux grandes approches donc, pour l'identification des émotions. Une est une approche dite catégorielle, c'est-à-dire que les émotions sont considérées avec cette approche comme des entités discrètes. Et donc cette approche permet d'identifier 6 émotions qui sont dites primaires, qui sont la colère, la surprise, le dégoût, la joie, la tristesse et la peur. Et comme vous pouvez voir dans les photos, ces émotions sont considérées comme universelles parce qu'elles sont partagées au niveau universel, donc dans toutes les cultures et aussi dans le monde animal. En plus de ces émotions qu'on définit comme primaires, au cours du développement, on arrive aussi à produire et comprendre des émotions qu'on définit comme secondaires, comme l'orgueil, la honte, etc. Donc des émotions qui sont plus complexes, issues parfois de la nuance entre émotions primaires. Donc une deuxième approche qui est utilisée par d'autres chercheurs, c'est celle de une approche dimensionnelle pour identifier les émotions. Alors, dans cette approche, ce qui est important, c'est que les émotions ne vont pas être décrites de façon justement catégorielle, mais elles vont se distribuer sur 2 dimensions. Donc, une dimension est dite la valence, qui nous permet donc de décider si une émotion elle est plutôt positive ou négative. Et une deuxième dimension, c'est celle de l'activation, c'est-à-dire est-ce qu'une émotion va plutôt nous induire à un état de calme ou d'excitation. Donc, vous pouvez imaginer un espace orthogonal comme celui-ci, dans lequel on peut placer donc l'émotion qu'on peut, par exemple, voir ou entendre, etc. Donc, par exemple, la colère de Jack, bien sûr, ça va être une valence très négative, donc c'est une émotion très négative qu'on va ressentir, et un niveau d'activation élevé, parce que, justement, c'est une forte colère. De la même façon, on peut distribuer dans ce même espace les autres émotions primaires qu'on a vues tout à l'heure, donc avec l'approche catégorielle. Et de la même façon aussi les émotions secondaires, donc selon le niveau justement d'activation et de valence. Donc par exemple la joie, bien sûr, va plutôt avoir une valence positive, etc. Très bien. Du coup, on peut peut-être faire un petit résumé des données auxquelles on a accès au laboratoire quand on étudie les émotions. Déjà, souvent, on présente ce qu'on appelle des stimuli. Des stimuli, c'est des outils qu'on utilise pour éliciter, pour produire la réponse émotionnelle chez les participants. Ces stimuli, on imagine, vont engendrer des changements au niveau du cerveau qui traite ces stimuli. Et le cerveau même organise toutes les réponses dont on a parlé jusqu'à ce moment. On peut commencer en disant qu'il n'y a pas de linéarité entre les stimuli, le cerveau et les réponses, mais que ce sont des événements qui sont plutôt, par exemple, les réponses même peuvent changer la façon dont on perçoit notre environnement et les stimuli même. Quel type de stimuli émotionnels on peut utiliser? Différents types. On peut par exemple utiliser des stimuli visuels comme des photos. Souvent, on présente des photos d'acteurs en train d'exprimer une certaine émotion, ou bien on peut utiliser des sons comme des voix humaines, ou même la musique, qui on sait est très capable d'éliciter des émotions. Ou on peut combiner les deux dans des vidéos, ou même on peut utiliser des mots émotionnels. Ou bien faire imaginer aux participants quelques événements de leur vie ou quelques événements qu'on leur fait lire qui est capable de susciter des réponses émotionnelles. Plus récemment, on peut aussi profiter des avantages des techniques de réalité virtuelle pour mettre les participants dans un contexte le plus possible similaire à celui de la vraie vie. Il faut se souvenir du fait que tous ces stimuli, pour tous ces stimuli, il y a une nécessité de standardisation. Du coup, on doit s'assurer que la plupart des gens vont réagir de la même façon aux stimuli qu'on utilise.
Et une fois qu'on a préparé nos stimuli, on peut penser à construire des tâches. Pendant les tâches, on peut, à travers la neuroimagerie, enregistrer et mesurer l'activité du cerveau. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Il y a des techniques qui arrivent à mesurer directement l'activité électrique du cerveau. Par exemple, l'électroencéphalographie ou EEG consiste à placer des électrodes sur le scalp pour enregistrer les changements d'activité électrique produits par le cerveau. Il y a d'autres techniques qui infèrent l'activité électrique du cerveau sur la base du déplacement du sang dans les différentes régions du cerveau, avec l'hypothèse que où il y a plus de sang, il y a plus d'oxygène, et cela veut dire que le cerveau dans cette région est plus actif. Donc maintenant, on va faire semblant d'être au laboratoire. Donc on va vous présenter une petite tâche qu'on va essayer de faire tous ensemble, enfin chacun pour soi bien sûr. Donc vous allez faire semblant d'avoir 2 boutons sur vos jambes, donc jambes droite et gauche. Vous allez faire semblant d'appuyer sur la jambe droite lorsque vous allez voir un visage de femme, et vous allez faire semblant d'appuyer avec la main gauche si vous voyez un visage d'homme. Donc vous allez maintenant voir des photographies de visages d'acteurs très professionnels. Et donc les visages ils seront présentés de façon très rapide. Donc il faut regarder au centre de l'écran. Voilà, très bien. Alors ça durait vraiment pas longtemps. Si vous venez au laboratoire, ça va plutôt durer 45 minutes, donc, parce qu'on a besoin de beaucoup de données. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai demandé de juger le genre des visages. Donc, est-ce que vous voyez une femme ou un homme ? Mais nous, on va s'intéresser au contenu émotionnel. Donc, cette manipulation, elle est très intéressante parce que même si on vous demande de faire quelque chose qui n'intéresse pas directement les émotions, ça nous permet de regarder votre comportement et votre activité cérébrale lorsque justement vous traitez les émotions. Et les émotions sont tellement importantes que même si vous êtes en train de faire autre chose, comme détecter justement l'émotion, votre cerveau va tout de même traiter l'information émotionnelle car elle est vraiment très importante. Donc si vous étiez venu au laboratoire et on avait regardé l'activité par exemple électrique du cerveau à l'aide de l'électroencéphalogramme, on aurait vu par exemple que juste avant de voir n'importe quel visage, vous aurez une toute petite activité pareil parmi les différentes conditions, donc parmi les différents visages qui soient neutres de joie ou de colère, alors qu'ensuite, on pourrait noter justement que seulement les émotions vont engendrer une réponse beaucoup plus importante lorsque les visages sont justement de joie ou de colère comparés aux visages neutres. Donc, et ceci de façon très rapide, même avant 300 millisecondes. Donc d'autres techniques comme la résonance magnétique nous permettent de regarder où cette activité très importante émotionnelle va être traitées dans le cerveau. Et donc, nous avons des techniques statistiques qui nous permettent donc d'identifier l'activité spécifiquement émotionnelle en moyennant l'activité, par exemple, des visages neutres, l'activité des visages émotionnels et de la soustraire pour justement obtenir des images qui vont nous dire où l'activité émotionnelle est traitée. Et donc, comme Rocco a dit tout à l'heure, l'activité du cerveau, elle est très importante et elle va nous permettre donc d'agir et d'avoir un comportement spécifique à l'émotion. Donc, on peut bien sûr s'intéresser aussi au comportement. Donc, à qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos réponses. Et donc, une façon pour regarder le comportement, c'est celle d'étudier les temps de réaction. Donc, combien de temps vous allez mettre pour répondre à la tâche qu'on vous a demandé. Donc, même si on vous a demandé de détecter le genre des visages, on peut regarder comment vous avez répondu au contenu émotionnel. Et donc, dans ce cas, on pourrait avoir des résultats qui ressemblent plutôt à ça, parce que justement, quand vous regardez les visages, même si vous êtes en train de juger le genre, vous allez répondre plus lentement à la joie et à la colère comparé au visage neutre, parce que l'émotion, elle est importante, et donc votre cerveau, il va traiter cette information en plus. Il existe d'autres mesures physiologiques aussi qui nous permettent de voir comment vous regardez, par exemple, des visages. Comme dans ce cas, vous étiez en train de regarder des visages. Et donc, l'activité électrique et votre comportement, elle va aussi dépendre de comment on traite l'information d'un point de vue visuel. Donc, l'eye tracking, ou suivi du regard en français, c'est une technique qui nous permet de voir de façon très précise sur un écran où vous êtes en train de regarder.
Et donc, ces techniques nous permettent justement de voir que, là, par exemple, pour la colère, si vous faites semblant d'être en colère, vous allez voir que vous allez plutôt changer la partie supérieure de votre visage, alors que dans la joie, c'est plutôt le sourire, donc la partie inférieure du visage, et donc la bouche qu'on va regarder. Et ces changements dans la façon dans les muscles du visage peuvent être aussi enregistrés par l'électromyographie. Du coup, avec des techniques, on peut mesurer les petits changements d'activité électrique au niveau des muscles, par exemple. Et ça va nous informer sur comme ces muscles sont très corrélés à vos ressentis émotionnels. Ça va nous donner une mesure un peu plus fine, un peu plus objective de ce qui se passe d'un point de vue affectif. On peut aussi bien enregistrer d'autres mesures physiologiques, comme par exemple la fréquence cardiaque, qui nous donne une mesure un peu générale de l'état d'activation pendant l'émotion, mais comme Victor va aussi expliquer plus tard, est aussi corrélé par exemple à notre niveau d'attention. Quand je suis très très attentif à ce qui se passe sur l'écran, ma fréquence cardiaque va diminuer. Et on peut, parmi les autres mesures, aussi mesurer par exemple la conductance cutanée, qui est une mesure de l'activité des glandes sous la peau qui sont responsables de la transpiration. Et comme on sait que quand on ressent une émotion, souvent on peut transpirer, ben justement on peut mesurer cette réponse qui nous donne encore une mesure de l'activité générale physiologique pendant l'émotion. Et pour finir, on a vu qu'il y a aussi une composante subjective de l'émotion. Et nous, on utilise au laboratoire des échelles pour la mesurer. Par exemple, on présente au sujet des petits bonhommes comme ça pour mesurer la valence. Et les bonhommes ont plutôt une expression qui va du négatif au positif. Et par exemple, après le film qu'on a vu au début, on pourrait demander au sujet décrivez comment vous vous sentez ou vous êtes en train de vous sentir subjectivement pendant le film. On peut imaginer que la valence pendant le film Shining serait plutôt négative. Et avec une échelle similaire, on pourrait aussi mesurer le niveau d'activation. Du coup, combien le sujet était plutôt calme ou excité pendant l'expérience émotionnelle. Et on imagine que pendant Shining, on serait plutôt excité. Il y a d'autres échelles, c'est qu'un exemple. On pourrait aussi mesurer le côté subjectif, un peu plus ciblé sur différentes catégories émotionnelles, comme la colère, la joie, etc. Donc maintenant, on aimerait bien terminer juste cette petite partie d'introduction en revenant sur le concept de dialogue, donc qui était un peu le but aussi de ce colloque, de créer un dialogue entre sciences cognitives et cinéma. Et donc pour cela, on va reprendre deux mots de Eric Kandel, donc, qui dit « L'une des aspirations de cette nouvelle science est de lier la biologie du cerveau aux sciences humaines. L'un de ses objectifs est de comprendre comment le cerveau réagit aux œuvres d'art, comme nous traitons la perception, les émotions et l'empathie. Mais quelle est l'utilité potentielle de ce dialogue pour les artistes ? Les artistes d'aujourd'hui peuvent renforcer l'introspection traditionnelle en connaissant le fonctionnement de certains aspects de notre esprit. » Donc, je pense qu'on va arrêter là-dessus notre partie pour introduire Victor, qui va justement essayer de vous présenter un début de ce dialogue entre cinéma et sciences cognitives. Merci. Donc cinéma oblige, on a choisi de s'inscrire dans la tradition des séquelles, donc j'espère que vous êtes prêts pour la seconde partie. En guise d'introduction, donc, on peut se demander ce qu'il en est de cette rencontre entre, d'une part, le cinéma et d'autre part, la recherche en laboratoire. Et en sciences cognitives, on peut distinguer finalement deux tendances. La première qui consiste à utiliser le film comme méthode privilégiée pour étudier des phénomènes comme la perception visuelle, la mémoire ou les émotions. Et pour toutes les raisons qui ont été mentionnées par Rocco et Clara, le film, ici, va permettre de réduire un peu l'écart entre le laboratoire et ce qu'on pourrait appeler les conditions naturelles. Mais finalement, dans cette perspective, la qualité cinématographique du film importe peu. Et d'ailleurs, les films qui sont utilisés sont souvent de courts extraits de quelques minutes, tout au plus. La seconde approche, par contraste, elle consiste à prendre le film comme objet d'étude et à étudier les relations entre les propriétés du film, comme le montage, le cadrage ou la composition du plan,
et les réponses des spectateurs, par exemple leur activité cérébrale. Alors, cette distinction n'apprend pas grand-chose sur la façon dont on étudie concrètement les films en laboratoire, et donc je vous propose de vous parler d'une étude très récente qu'on a réalisée cette année au laboratoire. Donc en début d'année, on a rencontré Rémi Vinisti, qui est présent ici, et qui interviendra d'ailleurs ici demain, qui est réalisateur et qui a accepté de travailler avec nous et de nous prêter son film Contact Inconnu. Donc Contact Inconnu, c'est un film qui a été réalisé en 2018, un court-métrage de fiction, un thriller, qui raconte l'histoire de Sandra, une jeune femme, qui, une fois rentrée chez elle un soir, doit se protéger contre un inconnu qui rôde autour de la maison et qui tente de s'introduire chez elle. Donc a priori, c'est un film qui va plutôt susciter des réactions de peur et des états de stress chez le spectateur que des émotions comme la joie ou la tristesse. Puisque nous avions besoin de spectateurs, nous avons invité 18 participants à venir au laboratoire. 18 participants âgés de 18 à 35 ans qui sont venus donc chacun à leur tour pour participer à cette expérience. Cette expérience, elle était composée de 3 phases distinctes, qu'on appelle aussi des conditions expérimentales, durant lesquelles le participant était assis dans un fauteuil, face à un écran, dans une cabine qui est insonorisée et isolée. Durant la première phase, donc l'écran affiche une croix noire sur fond gris. Et en fait, cela va permettre d'enregistrer l'état du participant au repos, un état que l'on va ensuite pouvoir comparer à son état pendant le visionnage du film. Ceci dit, cette croix noire sur fond gris qui est plutôt statique, elle est vraiment différente d'un film qui est dynamique et qui est complexe. Et peut-être trop différente pour permettre justement cette comparaison. Et c'est pourquoi, durant une seconde phase, le participant regarde cette fois une vidéo courte composée de lents travelling avant sur des paysages naturels. Et cette fois, ça va permettre de comparer le film Contact Inconnu à une autre vidéo qui est a priori neutre et apaisante. Et enfin, la dernière phase qui, bien évidemment, correspond à la projection du film Contact Inconnu. En parallèle de ces 3 phases, donc tout au long de ces 3 phases, on a enregistré plusieurs mesures physiologiques dont Rocco et Clara ont déjà parlé. Mais ici, je me concentrerai sur 2 de ces mesures. L'activité cardiaque, qui correspond au battement du cœur, et la conductance cutanée, qui renvoie donc à l'activité de ces glandes sous la peau, responsables de la transpiration. Et d'ailleurs, vous avez déjà sans doute déjà entendu des personnes dire qu'elles ont le cœur qui bat à tout rompre, ou qu'elles ont les mains moites lorsqu'elles sont en train de décrire leur état émotionnel. En parallèle de ces mesures physiologiques, on a aussi enregistré des mesures subjectives sous la forme de questionnaires ou d'échelles d'auto-évaluation. À la fois avant l'expérience, pour connaître le niveau d'anxiété et l'état affectif du participant, mais aussi après chacune des phases, en lui demandant de rapporter et d'évaluer son état pendant la phase. Donc, tout ça représente beaucoup de données, et une fois que ces données sont collectées, il s'agit de les analyser. Donc, je distinguerai ici 3 approches différentes qui sont loin de former une liste exhaustive, mais qui me paraissent complémentaires. La première approche, qui est très générale, consiste en fait à comparer les différentes phases entre elles pour cerner un peu la spécificité du film et surtout vérifier que le film a bien suscité une émotion particulière. Les 2 étapes suivantes consistent à faire un zoom sur le film et je distingue 2 perspectives. Une première perspective qui consiste à partir d'événements du film qui ont été identifiés en amont par le réalisateur pour ensuite regarder comment ces événements se traduisent d'un point de vue physiologique. Et l'approche, la perspective réciproque, qui consiste cette fois à partir des mesures physiologiques pour regarder comment des réponses saillantes d'un point de vue physiologique se traduisent dans le film. Pour commencer donc, comment comparer les conditions entre elles et que cela nous apprend-il ? Donc vous vous souvenez sûrement des échelles de valence et d'activation qui ont été présentées tout à l'heure par Clara et Rocco. Et justement, on a demandé à nos participants de les remplir après chacune des phases. Donc on peut représenter finalement chaque réponse de participant par un point, selon que son état est plutôt négatif,
à gauche ou positif à droite, ou que son état est plutôt calme en bas ou agité, excité en haut. En bleu, la phase de fixation renvoie par exemple à des réponses et à un état qui est plutôt négatif, plutôt neutre ou légèrement positif même, et à un état plutôt calme. En vert, le paysage renvoie lui aussi à un état plutôt calme, mais la vidéo est moins neutre que ce que nous pensions, puisque vous voyez que les réponses, le ressenti est plutôt positif. Et enfin, en rouge, le film qui renvoie cette fois à un état plutôt agité et à un ressenti majoritairement négatif, mais aussi neutre, voire même très positif pour un participant. Donc ces zones de points, elles se recoupent partiellement, mais on peut en fait, à l'aide de méthodes statistiques, vérifier que ces différentes phases, le film, le paysage et la fixation, sont bien distinctes deux à deux en ce qui concerne la valence et l'activation. Et en effet, c'est le cas, à l'exception du paysage et de la fixation, que les participants associent majoritairement à un même état d'activation, donc plutôt calme. Maintenant, on peut se demander si on retrouve ces différences dans des mesures physiologiques qui sont complémentaires des mesures subjectives. Par exemple, la fréquence cardiaque, qui est exprimée en battements par minute. Donc vous allez voir apparaître ici, pour chacune des phases, des points bleus qui correspondent à la moyenne des 18 participants. Presque 73 battements par minute dans le cas de la fixation, un peu plus de 71 dans le cas du paysage, et un peu moins de 71 dans le cas du film. Comme l'expliquait Rocco tout à l'heure, une diminution de la fréquence cardiaque est généralement associée à une augmentation de la tension. Et donc on peut s'attendre à ce que le film et le paysage, qui sont tous deux des vidéos, soient associés en moyenne à une fréquence cardiaque moins élevée. Et c'est exactement ce que suggèrent les tests statistiques, puisqu'on observe bien une différence entre la fixation et les deux autres phases, mais pas de différence significative, c'est-à-dire pas de différence statistiquement fiable entre le paysage et le film. On peut également comparer les différentes phases en s'intéressant à un autre type de signal, qui est la réponse électrodermale, donc cette conductance cutanée, ces glandes responsables de la transpiration, dont on parlait tout à l'heure. Donc cette fois, on peut regarder l'amplitude moyenne de la conductance cutanée, qui est exprimée en microsiemens. Et puisque Rocco et Clara vous ont expliqué que cette conductance cutanée, elle est un bon indicateur de l'activation, et que l'on forme l'hypothèse que le film active davantage les participants, on peut s'attendre cette fois à ce que le film se distingue par une amplitude moyenne plus élevée que les autres phases. Et effectivement, c'est le cas, et on a des résultats qui sont, pour ainsi dire, symétriques au précédent, puisque le film se distingue bien des deux autres phases, mais qu'on n'observe pas de différence significative entre la fixation et le paysage. Et souvenez-vous, ça correspond à ce que les participants nous disaient d'un point de vue subjectif lorsqu'ils remplissaient les échelles d'auto-évaluation, puisqu'ils associaient la fixation et le paysage en moyenne à un niveau d'activation qui est similaire. Donc, grâce à cette approche, on a pu finalement cerner un petit peu la spécificité du film, à la fois grâce à des mesures physiologiques, mais aussi grâce à des mesures subjectives. Et puisqu'on postule une relation entre les mesures physiologiques et les mesures subjectives, on peut se demander si des événements qui sont saillants, que l'on juge saillants d'un point de vue émotionnel dans le film, se traduisent aussi par des réponses physiologiques qui sont saillantes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a travaillé en amont de l'expérience avec Rémi Binisti, et on lui a demandé d'identifier plusieurs événements qui étaient les plus propices à susciter des réactions de peur chez le spectateur. Donc ça donne une liste de 7 événements. Par exemple, l'événement numéro 1, l'apparition d'une araignée sur le canapé. L'événement numéro 4, celle d'une silhouette menaçante à la fenêtre. Ou enfin, le dernier événement, la confrontation finale entre Sandra et l'inconnu. Donc je vous propose de découvrir tout de suite un extrait qui correspond au premier événement. Et vous allez voir s'afficher sous la vidéo du film un rectangle blanc dans lequel vous verrez la conductance cutanée de 4 de nos participants. Donc avant de lancer l'extrait, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ces réponses, la plupart du temps, divergent. Mais vous verrez aussi que
en parallèle, ou plutôt par opposition avec cette divergence qui reflète la variabilité qui est propre à chaque individu, on observe aussi une synchronisation de ces réponses au moment où apparaît l'araignée. Et je vous laisse découvrir comment. Ainsi que sur l'ordre en matière de sécurité, le nombre de personnes se déclarant victimes est en hausse constante et de plus nettement supérieur aux statistiques policières en raison d'un écart entre le nombre de plaintes déposées et le nombre de violences subies. Pour autant, 37% des personnes s'étant déclarées victimes de vol avec menace ont dit avoir porté plainte. Parallèlement, et malgré l'augmentation des atteintes déclarées, le sentiment d'insécurité progresse. Violence, agression Bonsoir, madame. estampillé par le ministère de l'Intérieur démontre que les transports en commun sont particulièrement frappés par la délinquance. Donc vous voyez qu'à peu près un peu plus d'une seconde après l'apparition de l'araignée, la conductance cutanée a augmenté chez tous les participants avant de décroître un peu plus lentement. L'identité font l'objet de chapitres spécifiques. Il paraît notamment qu'en 2011, 267 décès sont imputables aux violences conjugales. À elle seule, la banlieue a été le théâtre de 56 800 plus de 150 faits par jour. 50 faits par jour. Et en fait, ce délai d'un peu plus d'une seconde, il correspond au temps pour le cerveau de traiter le stimulus visuel qui est l'araignée et d'envoyer un signal en périphérie pour produire la transpiration et préparer les réactions, comme par exemple les réactions d'évitement que mentionnait tout à l'heure Rocco et Clara. Vous avez vu que dans ce signal, il y a beaucoup de variations et en fait, on peut distinguer plusieurs types de variations. Finalement, dans ce que vous avez vu, il y a à la fois un signal tonique qui correspond à des variations peu amples et plutôt lentes, et un signal phasique qui correspond à des réponses beaucoup plus rapides à des événements, et c'est de ces réponses-là dont je vous parlais. Donc si on se concentre sur le signal phasique, on peut évaluer l'impact d'un événement en regardant ce qui s'est passé juste avant l'événement et juste après. Par exemple, on peut regarder le nombre de réponses, le nombre de pics, juste avant l'événement et juste après l'événement, pour chacun des 7 événements qu'on a prédéfinis. Et une différence positive entre après et avant signifie que le film a suscité des réponses qui sont propres. Encore une fois, à l'aide de tests statistiques, on peut ensuite faire le tri et sélectionner les réponses qui sont les plus solides, les plus significatives. Et on voit apparaître une liste de 3 événements qui sont l'apparition d'une silhouette à la fenêtre, la seconde apparition de l'araignée et la confrontation finale entre Sandra et l'inconnu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces mêmes 3 événements si on s'intéresse à d'autres indicateurs. Donc cette fois, je vous laisse découvrir un deuxième extrait qui correspond à l'un de ces événements les plus saillants et qui est l'événement numéro 4. Regarde, c'est l'interrupteur du boîtier en bas à droite. Oui, je sais. Je renclenche au général. Vas-y. Putain. T'as activé ou pas? Ça vient du boîtier extérieur. Ok. Ok, donc je sors. Je trace le boîtier. J'ouvre, j'enclenche. Je reviens, c'est tout. Franck ? Attends. Le briquet, t'as le briquet. Dis plus rien, bouge plus. Donc en fait, grâce à cette approche, on peut confirmer sur le plan physiologique la capacité de certains films qui ont été identifiés en amont par le réalisateur à créer, à influencer la réponse émotionnelle. Ceci dit, on est peut-être, et même très certainement, passé à côté de certains événements que l'on ne jugeait pas particulièrement émotionnels, ou en tout cas pas aussi émotionnels que cela, ou auxquels on ne s'attendait pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être partir des réponses physiologiques pour mieux revenir au film. Une méthode, parmi de nombreuses autres, consiste à quantifier sur l'ensemble du film la ressemblance entre les réponses des participants que l'on observait à certains moments et qui correspond à ces moments de synchronisation que l'on a pu observer pendant les différents extraits.
Par exemple, on peut découper le film par intervalle de 5 secondes et calculer pour chacun de ces intervalles un score de corrélation, c'est-à-dire un score de ressemblance entre les réponses des participants. Donc voici les résultats pour la conductance cutanée. Et encore une fois, les tests statistiques nous aident à identifier parmi ces scores de ressemblance ceux qui sont les plus importants et les plus significatifs. Donc ça donne une liste de 13 moments qui correspondent à des instants dans le film durant lesquels les réponses des participants sont le plus synchronisées. Et ça correspond au point bleu que vous voyez sur la figure. Comme vous l'imaginez, mon premier réflexe a été de comparer cette liste de 13 moments aux 7 événements qu'on avait prédéfinis. Et on retrouve en fait 3 de ces événements, la confrontation finale, encore une fois, et les 2 apparitions de l'araignée. Par exemple, vous voyez que le premier point bleu correspond à un peu plus de 60% de ressemblance entre les participants, alors qu'au début du film, la ressemblance est quasi nulle. Donc maintenant, on peut se demander à quoi correspondent les 10 autres points bleus. Et en partant du principe que chacun de ces moments de forte synchronisation sont le résultat d'un événement dans le film qui les a précédés de peu, on peut retourner dans le film et identifier plusieurs composantes. Par exemple, des débuts de conversation après une scène sans dialogue, une musique angoissante avec la voix de l'un des personnages qui est entrecoupée par intermittence, une succession de plans très brefs, l'ouverture d'un plan sur le sol taché de sang, ou encore le regard caméra et le gros plan sur le visage de l'héroïne, qui rappellent un peu ce dont nous parlait tout à l'heure Emmanuel. Pour vérifier que ces composantes ont vraiment un impact sur les réponses physiologiques, on va ensuite observer leurs occurrences tout au long du film et regarder pour chaque plan si ces composantes sont présentes ou non. Donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a découpé le film par plan, ce qui donne un total de 149 plans, et pour chacun de ces plans, on a annoté par exemple s'il y avait un visage. Et on a répété cette opération pour une trentaine d'autres catégories, donc non seulement la présence d'un visage, mais aussi celle de lumière, la présence de tel ou tel personnage, la présence de musique ou de discours, ou encore la taille du plan. Et ensuite, on va pouvoir comparer ces différentes catégories au signal physiologique pour regarder si elles les influencent systématiquement ou non. Dans le cas de la conductance cutanée, par exemple, ça donne une liste de quelques catégories, quelques composantes qui influencent systématiquement la conductance cutanée. Par exemple, la lumière, qui est associée à un coefficient positif. Vous voyez que la boîte est au-dessus de la ligne bleue, ce qui signifie qu'en moyenne, quand il y a de la lumière dans un plan, on observe également une augmentation de la conductance cutanée des participants. Et de la même manière, on retrouve un ensemble de catégories, comme la présence de texte ou celle de visage, qui vont systématiquement entraîner soit une augmentation, soit une diminution de la conductance cutanée des participants. Donc on voit apparaître un tableau plutôt cohérent, qui renseigne à la fois sur la capacité de certains événements du film à susciter des réponses émotionnelles, mais aussi sur les mécanismes physiologiques de ces réponses émotionnelles et la façon dont ces mécanismes sont influencés au cours du temps, à la fois par des composantes qui sont très factuelles, comme la présence de lumière, mais aussi des composantes narratives, comme la présence de tel ou tel personnage. Pour conclure, ces quelques analyses ont bien évidemment de nombreuses limites. Pour commencer, je me suis concentré sur 2 signaux physiologiques parmi tous ceux que nous avons enregistrés. Ces signaux physiologiques, ils témoignent de certaines dimensions de l'expérience émotionnelle, mais ils disent peu de choses, par exemple, du ressenti plutôt positif ou négatif des participants. Et enfin, une limite importante qu'on n'a pas encore mentionnée jusqu'à présent, mais notre cabine de test, aussi confortable soit-elle, ne reproduit pas encore fidèlement les conditions de l'expérience cinématographique, donc on a encore quelques progrès à faire sur ce plan-là. Pour autant, on a pu vérifier que certaines scènes du film qui avaient été identifiées en amont ont bien une capacité à susciter une réponse émotionnelle importante chez les participants. Et on a également pu vérifier, ou en tout cas découvrir, certaines scènes, certaines composantes auxquelles on ne s'attendait pas forcément,
mais qui elles aussi ont une influence sur l'expérience émotionnelle du spectateur. Parmi ces composantes, je l'ai dit, le son, des effets de montage, ou encore l'expression faciale de certains personnages, autant de catégories, de composantes qui ont des effets spécifiques sur les réponses émotionnelles des spectateurs via les circuits cérébraux et via le système nerveux. Et le hasard fait décidément très très bien les choses, puisque ce sont des experts que vous allez pouvoir écouter et qui vont nous parler de ces différentes composantes. Avant de vous laisser, je tiens à dire 2 mots pour remercier Morgane Borneau, Juliette Clam et Anne Bio, qui en plus de Rémi, Julie Grèze, Rocco et Clara, m'ont beaucoup aidé pour ces analyses, depuis la collecte jusqu'à ces premiers résultats. Et je pense qu'il me reste à vous remercier et on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Merci, c'était très intéressant. Alors, moi j'ai une question sur les 2 questions. Une, c'est la différence que vous pensez qui existe entre les émotions perçues dans la salle de cinéma et les émotions perçues en labo devant l'extrait vidéo, donc ça c'est, mais aussi devant l'émotion par une scène réelle dans la vraie vie, comme vous l'avez dit. Donc il y a 3 conditions. Donc je pense que la situation en laboratoire est sans doute beaucoup plus proche de la situation en salle de cinéma que la situation en salle de cinéma n'est proche de la situation dans la vraie vie. Donc il y a déjà ces 3 niveaux-là, à mon avis, qu'il est important de différencier. Une toute autre question qui me rappelle ma grand-mère. Moi, j'ai été chercheur, j'avais votre âge, en 77-79, où il y a eu un colloque à l'IRCAM, psychoacoustique et perception musicale, qui avait à peu près le même but que celui d'aujourd'hui, où associés chercheurs en psychoacoustique, ce qui était mon cas à l'époque, et des compositeurs, dont Berio, dont Ligeti, Nono, etc. Et moi, je me souviens d'avoir fait ma présentation, et qu'à la fin de ce workshop, je m'étais dit que, bien sûr, on était arrivés, nous, scientifiques, en pensant que c'était nous qui allions donner des informations aux compositeurs, et que moi, ce que j'en avais gardé, c'est que les compositeurs, par leur intuition d'artistes, avaient la capacité d'associer, de faire des mélanges de paramètres qui produisaient des émotions que nous, scientifiques, on aurait été incapables d'identifier avec notre approche pas par pas. Voilà. Donc, aujourd'hui qu'il y a Internet, je me demande s'il y a des démarches d'analyse qui pourraient être faites utilisant le cinéma comme une possibilité d'expérimentation grand public, de renverser la problématique, se dire, à la limite, on peut munir une salle entière de gants avec des capteurs, étudier et travailler directement sur des milliers, des centaines de sujets en utilisant le web. Voilà mes 2 questions. Merci. Alors c'est intéressant parce que je pense que les 2 questions sont liées. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Alors, merci pour la question. Je pense qu'elle est un peu pour tout le monde parce que le cinéma, c'est une expérience qu'on fait un peu tous. Voilà. Je pense que c'est complexe parce que c'est sûr que ça serait super intéressant d'aller au cinéma et de mettre des capteurs sur les doigts de tous les spectateurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura des effets en plus qui sont le partage des émotions, par exemple dans une salle. Donc quand on est dans une cabine au laboratoire, déjà c'est un peu angoissant. On est dans les contraintes méthodologiques dont on a parlé, mais on n'a pas le partage de l'émotion qui serait quelque chose en plus. Donc on a quand même des méthodes plutôt comportementales pour demander justement savoir, et je pense que Carole Desbarral va plutôt après parler justement de aussi la question de la salle, le cinéma comme lieu où on va pour ressentir des émotions. Ensuite,
la question de la fiction, alors je ne suis pas du tout experte de fiction, il y a des experts quand même de fiction, donc sur le fait de pouvoir comparer, est-ce que les émotions qu'on ressent lorsqu'on voit un film, donc qui sont issus de fiction ou dans la vraie vie, sont les mêmes. Je pense qu'elle touche un peu aussi au domaine de la philosophie. Je pense quand même que quand on sort d'une salle de cinéma en pleurant, etc., c'est des vraies émotions. Enfin, je veux dire, notre corps, il va répondre de la même façon que de la même façon que dans la vraie vie, d'une façon assez similaire. Et je pense que ça, c'est justement une question un peu complexe. Je ne sais pas si Rocco... Oui, en effet, je rajoute 2 mots. L'assumption que les émotions soient des dispositifs qui se sont développés au cours de l'évolution et qu'on a gardés parce qu'elles étaient utiles, ça nous permet d'imaginer que le mécanisme émotionnel qui se déclenche dans la vraie vie ou dans la simulation se ressemble un petit peu, au moins sur les émotions réactives à un stimulus. Pourtant, clairement, dans la vraie vie, on a des nuances et des complexités beaucoup plus grandes, et cela fait partie du discours sur la nécessité de réduire la complexité à laquelle on est évidemment obligé. Mais je pense que, par exemple, à travers l'approche de Victor au film, et à travers, par exemple, des expériences de réalité virtuelle qui maintenant peuvent se faire, on peut se rapprocher un petit peu plus de la vraie vie, même dans des conditions expérimentales. Je rajouterais juste une chose qui revient à la première question pour commencer, qui est qu'évidemment, il y a une distance, je pense, énorme, à la fois entre le laboratoire et le cinéma, mais aussi entre la salle de cinéma et la vie courante. J'ai pas énormément de connaissances dans ce domaine-là, mais il y a certaines études qui par exemple, montrent que lorsqu'on sait qu'on est sur le point d'observer un court extrait vidéo qui représente de la fiction, même s'il ne représente pas de la fiction, mais qu'on dit aux participants que cet extrait vidéo représente de la fiction, on a une modulation des réponses émotionnelles. Alors c'est pas très clair et c'est pas forcément systématique comme résultat, mais ça arrive. Ensuite, sur le deuxième point qui correspond finalement au caractère collectif du cinéma, c'est un sujet qui me parle particulièrement, puisque je vais justement travailler cette année avec Julie Grèze et Elisabeth Pachery de l'Institut Jean-Nicot sur les émotions collectives et la manière dont peut-être les émotions que l'on ressent dans une salle de cinéma ne sont pas seulement des émotions individuelles, peut-être pas seulement des sommes d'émotions individuelles, mais des émotions qui sont particulières et qui renvoient justement à la nature collective du cinéma. Donc c'est évidemment des sujets qui, je pense, sont intéressants. Oui, moi j'ai une question de béotien total. Est-ce que vous attendiez à ce que la deuxième apparition de l'araignée fasse plus d'effet que la première ? Alors, j'avais vu le film avant l'expérience, donc j'étais biaisé. Et en tout cas, pour ma part, elle m'a fait plus d'effet que la première. C'est un point très important, c'est-à-dire que vous avez vu peut-être tout à l'heure qu'il y a certains, parmi les 7 événements qui avaient été prédéfinis, il y en a certains qui n'avaient pas d'effet. Notamment un qui avait, en termes de nombre de pics, nombre de réponses, qui avait une différence négative. En fait, ça ne veut pas forcément dire que cet événement-là n'a pas suscité de réponse émotionnelle, mais plutôt que ces événements, puisque le film est dynamique et que ces événements s'enchaînent dans le cadre narratif du film, qu'il est difficile de bien distinguer les événements. Donc en fait, il y a dans le film une progression dynamique qui rend l'étude d'événements isolés très compliquée. Mais évidemment, on peut imaginer qu'il y a une augmentation progressive de la conductance cutanée chez les participants, ouais, par exemple. Bonjour, pardon. Je suis auteur, réalisateur, producteur. Je suis un homme de cinéma. Je suis venu spécifiquement pour parler d'un sujet dont vous avez abordé la question. C'est l'expérience collective au cinéma. Et comment la perception au cinéma peut être différente sur un autre support, qui rejoignait aussi un peu la question de madame. Alors, je ne veux pas m'éloigner, mais vous êtes des spécialistes, vous êtes des chercheurs. Moi, j'ai découvert un moment, à travers un film qui s'appelle The Tube. Est-ce que vous connaissez ce film ? Est-ce que quelqu'un chez vous connaît The Tube ? Je ne l'ai pas vu personnellement.
C'est un film qui a été réalisé par un réalisateur suisse qui s'appelle Peter Hantel, il y a une quinzaine d'années, que j'ai découvert dans un festival. Et en fait, la recherche de ce cinéaste, parce que c'était un cinéaste, journaliste, c'était d'essayer de comprendre quels étaient les effets du tube cathodique sur le cerveau humain. Ça part sur ce principe-là. Et il part sur l'idée des dessins animés Pokémon, des enfants qui sont complètement hypnotisés par l'image quand ils sont devant un écran de télévision. On peut leur faire des signes, ils n'entendent plus. C'est-à-dire qu'à un moment, l'image hypnose, l'image captive et nous met dans un état second. Et il a voulu commencer à faire une recherche là-dessus. Je ne vais pas vous raconter ce film, il faut absolument que vous le voyez. Et si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que je fais aussi partie de l'ARP, qui est l'association des réalisateurs-producteurs, et je pense, et j'en ai assez en fait, que personne n'ait de réponse sur la différence entre le cinéma et la télévision. Ce film en propose une, et je suis venu pour essayer de trouver des chercheurs qui pourraient m'aider à apporter cette réponse. Dans le film, et vous allez savoir peut-être beaucoup plus spécifiquement que moi de quoi il parle d'ondes alpha. Il explique en fait que quand on dort, le cerveau crée des ondes alpha. Vous me suivez ou pas? Jusque-là, ça va. Et que lorsqu'on est éveillé, le cerveau ne crée plus d'ondes alpha. Quelle que soit la situation, on écoute de la musique classique, le cerveau ne crée pas d'ondes alpha. On regarde des images très calmes, le cerveau ne crée pas d'ondes alpha. On est dans le désert éveillé, le cerveau ne crée pas d'ondes alpha. Il n'y a qu'une seule situation où le cerveau crée des ondes alpha, c'est quand il est face à un écran lumineux, un écran qui modifie complètement à un moment sa perception des émotions et des sentiments. Parce qu'en fait, il est devant une source lumineuse. Et cette source lumineuse, l'hypnose, le met en état d'hypnose, en état de somnolence, et donc modifie complètement sa perception de ce qu'il peut voir, d'une même image, parce que d'un seul coup, c'est différent. Et il va plus loin, un moment dans son expérience. Il remonte dans les années 50, où il va chercher, il va essayer de comprendre qui a fait des études sur le tube cathodique pour essayer de comprendre quels étaient les effets sur le cerveau humain. Il se rend compte que c'est en fait les cigarettiers, Philip Morris, Marlboro, dans les années 50, qui faisaient des études pour vendre de la publicité, du temps de cerveau humain. Pardon, je m'éloigne peut-être du sujet, mais la porte d'entrée était trop belle. Donc si on a une journée pour travailler là-dessus et peut-être aller plus loin, je serais vraiment content. Et à un moment, il fait une expérience dans une université. Donc on s'aperçoit, aux États-Unis, que depuis les années 50, tout ça, et on le sait, et c'est au fond d'un tiroir planqué, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on sache comment aujourd'hui, comment à l'époque le tube cathodique pouvait avoir une influence sur le cerveau humain, et aujourd'hui les LED, aujourd'hui les écrans d'ordinateur, aujourd'hui les écrans de portable. Et il fait une autre expérience où il monte un film de manière très simple. Il balance un film de Buster Keaton dans une salle avec deux auditoires. Un auditoire du côté droit de l'écran, un auditoire du côté gauche de l'écran. Et il fait une projection sur un écran. Et évidemment, donc, il y a un auditoire qui va voir l'image projetée et un autre qui va se retrouver dans l'image, de l'autre côté de l'écran, donc qui va être dans la lumière. Et évidemment, il va se rendre compte, en ayant donné un questionnaire très simple aux deux auditoires, à un moment, avec des mêmes questions, l'état des réponses. Et il va avoir à un moment des réponses qui vont être plutôt d'un ordre subjectif d'un côté, et de l'autre des réponses d'un ordre objectif. Quand on va au cinéma, visiblement, on n'est pas en état de somnolence. On regarde une image projetée sur un mur. On n'est pas dans le faisceau lumineux de la lumière. Donc on peut voir quelque chose en état objectif. Quand on est et on voit le même film sur un écran à la télévision, sur un écran 16:9 ou sur un portable, d'un seul coup, il semblerait qu'on voit ce même document de manière subjective, ce qui fait évidemment une différence considérable. Je ne sais pas comment vous faites vos études en laboratoire. Je suis intéressé de tout ce que vous dites. Mais moi, aujourd'hui, mon sujet, c'était ça, et c'était pour ça que j'avais envie de venir rencontrer des scientifiques, pour essayer de voir si on pouvait d'abord voir si ce qui est dit dans The Tube est véridique, juste, ou de l'ordre du fantasme, et s'il y a une possibilité d'expérimentation, peut-être tirer le fil, pour peut-être ouvrir... Voilà, pardon. Merci pour la question. C'est très intéressant la différence entre télévision et cinéma. Heureusement, aujourd'hui, on a plein d'experts qui, peut-être mieux que nous, pourront nous expliquer cette différence. Par rapport
à l'effet de la lumière sur les ondes du cerveau. C'est pas tout à fait notre domaine, mais je suis sûr qu'il y a pas mal d'études sur l'effet de la télévision et aussi sur l'effet de regarder l'écran. Personnellement, nous, au laboratoire, par exemple, cette expérience préliminaire a été réalisée avec un écran, comme un écran d'ordinateur, justement. Du coup, ça fait partie des limitations dont on parlait au début de notre présentation. Sûrement, l'expérience n'est pas pareille que quand on est dans une salle de cinéma. Je voulais juste ajouter que donc la question elle est bien complexe, donc c'est un peu difficile de répondre rapidement, mais je pense que ça serait intéressant de prendre tous ces différents composantes, ingrédients dans la question pour essayer de voir justement quelles sont les différences entre une expérience et l'autre. Donc au cinéma, quand on y va, déjà on doit s'habiller, aller dehors, on va dans une salle, on va être dans le noir, donc il y a plein de différences quand on compare et quand on décide de rester chez soi, on peut être dans le noir ou pas. Donc c'est même pour l'état émotionnel, comment on se prépare à l'expérience, je pense que c'est assez différent. Et ensuite, sur la question du contenu de la télévision, du petit écran pour comparer au grand écran, il y a des différences qui sont de l'ordre qu'on pourrait dire en sciences de bas niveau. Donc, par exemple, ce que vous disiez sur la différence de lumière, de luminosité de l'écran, la dimension de l'écran qui est complètement différente. Donc, notre champ visuel n'est pas le même, donc notre attention n'est pas la même. Donc, d'un point de vue cognitif, c'est pas du tout la même expérience. Et après, on a des informations de plus haut niveau, comme le contenu sémantique. Donc, si on parle de la luminance de l'écran ou de la présentation des publicités, donc cet effet d'hypnose, il faudrait justement essayer peut-être de distinguer quels sont les facteurs plutôt de bas niveau et les facteurs de haut niveau qui vont créer une différence entre l'expérience donc du petit écran ou du grand écran, si c'est un peu ça la question. Bon, ça ne répond pas vraiment à la question, mais je pense que l'idée, c'est plus de trouver les différentes composantes. Voilà. Oui, par rapport à cette question de la salle ou pas, moi je trouve que vous la posez vraiment bien, que vous posez des questions importantes, et elle correspond à un secteur dans lequel les gens de cinéma ont travaillé à leur manière théorique. C'est vraiment une autre façon, mais c'est de la recherche quand même. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, nous, les enfants de cinéma, on est une association qui travaillons pour montrer des films que nous estimons beaux, par exemple La prisonnière du désert, à des enfants et, très important, dans une salle. Parce que nous avons travaillé à des textes théoriques sur la différence de perception du film dans la salle ou bien, par exemple, dans la salle de classe sur un moniteur télé, ce qui est aussi une alternative en France qui se produit beaucoup. Malraux disait cette chose extrêmement simple et extrêmement efficace, c'est que quand il va au cinéma, la tête de l'acteur est infiniment plus grande que la sienne. Ça introduit un rapport émotionnel, mais comment dire, vous êtes dans des conditions complètement différentes. Et il est évident que le noir, c'est essentiel. Et Clara a bien raison de dire que voir un film à la télé chez soi, mais ça change complètement. Pour un peu, vous avez un apron macramé sur la télé et ça change totalement. Et évidemment, la communauté qu'a évoquée Clara, c'est aussi très très important. C'est-à-dire que les conditions physiologiques dans lesquelles vous êtes, nous on amène les enfants en bus parfois depuis 60 km parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma chez eux. Donc ils arrivent, ils savent c'est un moment important. Oui, ça se prépare effectivement. On s'habille, mais plus que ça, on se prépare à rentrer dans un lieu. Et par exemple, pour vous dire à quel point on passe de la recherche à la pratique pédagogique, on apprend aux enfants que quand on rentre dans une salle de cinéma, on coupe avec le reste du monde. C'est-à-dire on ferme la porte. Et le noir, c'est aussi l'acceptation que pendant un moment, on va être ailleurs. Ce qui m'amène à la question posée par Victor, est-ce que la condition en laboratoire, la condition en cinéma, ou bien la condition de voir autrement un film, de la réalité, est équivalente ou pas? Je pense que les théoriciens du cinéma auront tendance à vous dire que l'expérience de l'émotion vécue en salle de cinéma et les vécus en réalité sont beaucoup plus proches que ce que vous instruisez dans une cabine
fut-elle absolument parfaite à Normale Sup. C'est-à-dire que la puissance de la fiction, et il y a des travaux de votre côté, du côté des philosophes, est très grande. Hier, il y avait une conférence de Sandra Laugier, qui est une philosophe qui est proche de l'ENS, sur l'importance des séries. Et ce qu'elle disait, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Nos vies en série, et qui apporte un début de réponse à ça sur le plan philosophique. Elle dit « Les séries font partie de notre vie par la temporalité qui est la leur. C'est-à-dire que quand vous avez vécu 10, 15, 20 heures avec des personnages, il y a une intimité qui se crée. C'est encore autre chose que le cinéma, mais c'est proche aussi. Et juste, on reviendra sur les expériences des enfants de cinéma, j'en parlerai un petit peu cet après-midi, mais c'est bien pour ça qu'on se bat et que ce n'est pas facile pour dire, par exemple, aux conseils généraux, payez les bus. Payez les bus pour emmener les gosses dans les salles de cinéma. Ça ne suffit pas de leur montrer dans une salle de classe. Il faut un peu de sacralité, il faut un petit peu de rituel pour qu'effectivement quelque chose d'une autre émotion arrive. Et puis, il faudra aussi se dire que la télévision, maintenant, a un public qui a en moyenne plus basse 53 ans. On est de 53 à 67 ans. Donc les enfants, ça reste vraiment intéressant. Et juste pour terminer, quand je vous entends, madame, parler, j'ai vraiment l'impression d'entendre le contre-champ d'un jour où j'ai entendu Jean-Luc Godard dire « Donnez-moi une caméra extrêmement précise et je vous guéris le cancer ». C'était fou d'entendre ça. J'avais demandé si tu as nommé conseiller scientifique au centre de chasse de Port-Télécom à Lannion en 79. Vous avez bien eu raison, madame. Effectivement, mais vous lui auriez donné peut-être ces moyens-là qu'il réclamait en 84. Puisque je dois donner la date, en Avignon. Et c'était un choc, parce qu'on se dit, mais enfin, il est complètement barré. Et en même temps, d'une certaine manière, vous, quand vous êtes en train de vous dire, on va essayer de travailler avec des statistiques sur ce qui nous semble tellement subjectif et intime, c'est aussi violent comme démarche. Et le fait, merci d'avoir essayé de réunir les deux. Hein.